John F. Kennedy. Rien que ce nom, et tout de suite on pense à une époque de charisme, d'optimisme, mais aussi, bien sûr, de tragédie. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que des décennies plus tard, ce 35e président américain continue de nous fasciner à ce point? Ah, cette phrase, on la connaît tous. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. C'est une phrase qui a littéralement électrisé toute une génération. Et aujourd'hui, ce n'est plus juste une citation, non, c'est devenu le véritable symbole de tout son héritage. Ok, mais derrière cette image, cette icône presque, qui était l'homme en réalité? Qui était vraiment John F. Kennedy? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Pour vraiment cerner le personnage, il faut d'abord regarder ce qu'il a construit. Et chez lui, deux choses sont fondamentales, la guerre et la politique. Ce ne sont pas juste des étapes dans sa vie, non, ce sont les épreuves qui ont littéralement sculpté l'homme qu'il allait devenir. Alors on a cette image double, c'est fascinant. D'un côté, voilà le héros de la Seconde Guerre mondiale, le jeune politicien charismatique qui gravit les échelons à une vitesse folle. Et de l'autre, il y a l'homme qui en secret se bat contre des douleurs au dos absolument terribles et la maladie d'Addison qui aurait pu le tuer. C'est cette dualité, ce contraste incroyable qui est sans doute la clé pour comprendre sa détermination. Et puis arrive 1960. Et là, tout bascule. La course à la Maison-Blanche entre dans l'ère de la télévision. C'est une révolution. On a d'un côté Richard Nixon, un peu crispé, mal à l'aise, et de l'autre, Kennedy, tout en calme, en charisme. Devant la caméra, il n'y a pas photo. C'est lui qui gagne le match. Et à partir de ce moment-là, la politique américaine a changé pour toujours. Mais attention, sa victoire, elle a tenu à un fil. On parle de moins de 0,2% d'écart dans le vote populaire. C'est rien du tout. Imaginez quelques milliers de voix réparties dans tout le pays. Et voilà comment il se retrouve à la tête de la plus grande puissance du monde. Incroyable. Bon, il est élu. Et là, pas question de perdre une seconde. Kennedy lance immédiatement un programme intérieur super ambitieux. Il ne présente pas ça comme un plan, mais comme un défi lancé à toute la nation. Et ce défi, il lui donne un nom qui va marquer les esprits, la nouvelle frontière. Et l'idée derrière cette nouvelle frontière, ce n'est pas de dire « voilà ce que le gouvernement va faire pour vous ». Non, pas du tout. C'est plutôt un appel. Un appel à tous les Américains pour qu'ils se retroussent les manches et qu'ensemble, ils s'attaquent aux grands problèmes de l'époque. On parle de la pauvreté, des inégalités et même de l'exploration scientifique. Et cet appel, il ne reste pas lettre morte. Très vite, ça se concrétise. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr le Peace Corps, le corps de la paix, qui envoie des jeunes volontaires aider partout dans le monde. Mais l'ambition la plus dingue, la plus audacieuse de Kennedy, elle ne se trouvait pas sur Terre. Non, elle était tournée vers les étoiles. Il se remet dans le contexte. À l'époque, les Soviétiques dominent la course à l'espace. Et ça, pour les Américains, c'est dur à avaler. La réponse de Kennedy, elle est tout simplement magistrale. Il ne dit pas juste « on va essayer d'aller sur la Lune ». Non, il transforme ce défi technique en une véritable quête nationale. Il dit « on va y aller, pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile ». Quel coup de génie! Sauf que, pendant que l'Amérique a la tête dans les étoiles, sur Terre, la situation est de plus en plus tendue. L'ombre de la guerre froide est partout. Et la présidence Kennedy, elle va être jalonnée de crises. Des crises qui ont bien failli nous plonger dans l'apocalypse nucléaire. Et ça ne traîne pas. À peine arrivé à la Maison-Blanche, c'est le premier gros pépin, le fiasco total de la baie des Cochons à Cuba. Une opération montée par la CIA qui tourne à l'humiliation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait blâmer ses prédécesseurs, la CIA, mais non. Il passe à la télé et il dit « c'est ma faute ». Il assume tout. Et, chose incroyable, ce geste renforce sa popularité. Sauf que cet échec a une conséquence terrible. Il pousse Cuba encore plus près de l'Union soviétique. Et là, sans le savoir, les pièces d'un jeu beaucoup plus dangereux viennent d'être posées. 1 an plus tard, le scénario catastrophe. Des photos satellites le confirment. Les Soviétiques installent des missiles nucléaires à Cuba. Juste là, à quelques minutes de vol de la Floride. Pendant 13 jours, le monde entier va vivre au bord du gouffre. Kennedy décide d'un blocus naval qu'il appelle une quarantaine. La tension est électrique. Et puis, le point de non-retour est presque atteint. Un avion espion américain est abattu. À ce moment précis, la guerre nucléaire n'est plus une hypothèse. Elle semble imminente. Et finalement, après des négociations secrètes ultra tendues, la raison l'emporte. Il y a un accord public que tout le monde connaît. Les Soviétiques retirent leurs missiles et en échange, les USA promettent de ne jamais envahir Cuba. Mais il y a aussi un accord secret, un volet qui restera caché pendant des années. Les Américains s'engagent aussi à retirer, plus tard et discrètement, leurs propres missiles installés en Turquie. C'était ça le vrai deal. Une sortie de crise incroyablement complexe pour une situation qui a mis le monde à 2 doigts de la fin. Ok, revenons aux États-Unis.
Parce que pendant que le monde frôle la guerre nucléaire, une autre guerre, intérieure celle-là, fait rage. Une bataille pour l'âme même de l'Amérique, le combat pour les droits civiques. Alors sur ce sujet, c'est une poudrière. Au début, Kennedy est très prudent. Il a besoin des votes des démocrates du Sud qui sont farouchement ségrégationnistes. Mais la réalité du terrain, la violence inouïe contre les militants des droits civiques, le rattrape. Il ne peut plus fermer les yeux, il est obligé d'intervenir. D'abord, il envoie des agents fédéraux pour protéger les manifestants. Puis, ça monte d'un cran. Il envoie l'armée pour que des étudiants noirs puissent enfin entrer à l'université. L'intervention de l'État fédéral devient la seule solution. Et là, en juin 1963, tout change. Le vrai tournant. Kennedy s'adresse à la nation et son discours est historique. Il ne parle plus de loi, de politique, non. Il élève le débat. Il dit « Cette question des droits civiques, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème moral. Une question morale aussi vieille que la Bible et aussi claire que la Constitution. » C'est puissant. Ce discours, c'est un véritable tournant. Il prépare le terrain pour une loi qui va tout changer. Une loi pour enfin interdire la ségrégation. Kennedy en est, en quelque sorte, l'architecte moral. Le problème, c'est que le destin ne va pas lui laisser le temps de la signer lui-même. Parce que cet héritage, comme tout le reste, va être stoppé net, brutalement. La présidence Kennedy ne se termine pas par une élection, mais par un coup de feu à Dallas. Elle laisse derrière elle une Amérique en état de choc, et un monde entier avec des questions qui, pour certaines, n'ont toujours pas de réponse. La nouvelle tombe comme un coup près et fait le tour du monde en quelques minutes. Le 22 novembre 1963. En plein jour, dans une voiture décapotable à Dallas, le président est assassiné. C'est plus qu'un meurtre, c'est une rupture, un traumatisme national qui sonne la fin brutale d'une certaine idée de l'Amérique, d'une ère d'optimisme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La première enquête officielle, la fameuse commission Warren, arrive très vite à une conclusion. Un seul tireur, Lee Harvey Oswald, qui a agi seul, fin de l'histoire. Sauf que, beaucoup n'y croient pas. Le doute s'installe durablement. La preuve, c'est que 15 ans plus tard, une nouvelle commission du Congrès réexamine le dossier et conclut à un complot probable. Alors, un tireur seul ou un complot? Ces deux conclusions officielles contradictoires, c'est la porte ouverte à des décennies de théories et de débats sans fin. Au fond, la présidence de Kennedy, c'est peut-être ça, l'histoire d'une immense promesse qui n'a pas eu le temps de se réaliser. Il est resté au pouvoir à peine plus de 1000 jours. C'est fou quand on y pense. Assez longtemps pour laisser une empreinte indélébile sur l'histoire, mais bien trop court pour mener ses projets à terme. Et c'est justement cette question, cette éternelle et frustrante question, et s'il avait vécu, qui continue encore aujourd'hui d'alimenter la fascination que l'on a pour l'homme et pour le mythe qu'il est devenu.